Le président russe Vladimir Poutine a salué ce vendredi à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, les soldates plutôt combattant en Ukraine et celles qui soutiennent l'attaque de Moscou contre son voisin. Vladimir Poutine a également promulgué à l'occasion de cette journée un décret graciant 52 femmes condamnées et détenues en prison, dont certaines ont des parents militaires. C'était une manière pour lui de célébrer également cette journée internationale dédiée à la femme. Et c'est ce qui met en terme à l'actualité de ce 8 mars, mais nous restons toujours avec cette actualité phare, la célébration de la Journée internationale des femmes. Et puis nous recevons donc dans ce cadre toujours docteur Maïmouna Ndoye, elle est juriste experte en genre. Bonsoir docteur. Oui. Un plaisir Merci. de vous accueillir sur ce plateau, surtout à l'occasion de cette journée du 8 mars. Tout le plaisir est pour moi et merci pour l'invitation encore. Alors, la Journée internationale des droits des femmes, c'est vrai qu'on est revenu là-dessus à travers un papier de Amsatou Gano, mais il est toujours mieux d'entendre l'avis de l'expert. Quel est le sens de cette journée ? Tout à fait. Merci. Permettez-moi de dire qu'après cet élément très complet de votre collègue, ce que je voudrais juste ajouter, c'est que cette journée, elle résulte après toute cette historique qu'il y a eu avant. Donc, elle est annuellement célébrée dans le monde sur invitation des Nations Unies à travers une résolution en 1977. Donc, tous les États sont invités à célébrer cette journée annuellement donc l'objectif principal, en tout cas, c'est de parler des discriminations à l'égard des femmes, mais c'est également de réfléchir à des solutions pour lutter contre ces discriminations. Et il y a aussi un volet important qui est de voir les avancées par rapport à ce domaine. Je pense que ça nous met dans une position plus confortable pour avancer. Et donc, juste après ce petit contexte, peut-être que si je parle de la situation au Sénégal, je pense que c'est largement célébré ici. Et je pense que c'est intéressant de parler des débats qui traversent un peu cette célébration. J'ai beaucoup entendu parler de l'habillement des femmes, toutes ces tenues colorées. Justement, c'était la prochaine question. On voit beaucoup de femmes très bien habillées en train de fêter cette journée, mais peut-être que ce n'est pas la seule célébration qui existe. Peut-être qu'il y a d'autres moyens de célébration de cette journée que l'on ignore, parce qu'effectivement, quand on organise une activité, il y a la couverture médiatique, dans la rue on peut voir ça, mais peut-être qu'il y a d'autres organismes qui fêtent autrement cette journée. Tout à fait. Et en fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que si on prend en compte les objectifs dont je viens de parler de la journée, je me dis qu'une fois que ces objectifs sont atteints, c'est-à-dire une fois que dans le cadre des activités, on s'est mis en posture et on a créé les conditions pour pouvoir véritablement parler de discrimination et des solutions qui peuvent être mises en place, je pense que l'expression elle doit être libre par rapport à ça. Et moi, j'aime bien cette diversité de façon de célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Donc, il est important, au-delà justement du message clé, d'avoir une certaine visibilité. Si ça passe par des tenues coloré, ben, c'est pas mal. Si ça passe par des repas partagés, c'est pas mal. Si ce sont des panels, des renforcements de capacité, des échanges entre femmes de différents milieux, je pense que c'est très intéressant. Ça peut aussi être des actions comme, par exemple, décider d'amener des produits de base pour les femmes, par exemple, qui sont détenues. Donc, ça peut prendre diverses expressions et je pense que c'est quand même une richesse. Et moi, je pense que ça me fait plaisir en parlant de mon pays de pouvoir parler de toute cette diversité de choses. Maintenant, peut-être qu'il nous faudrait faire plus d'efforts pour que ce soit plus hétérogène, effectivement, plus divers, et aussi que la participation au-delà des villes, elle aille en milieu rural et qu'en fait, il y ait une connexion entre tout ce qui se fait et qu'on puisse en sortir de l'output.
D'accord. Et justement, c'est ce que vous venez de dire, peut-être, dans cette célébration, est-ce qu'il n'y a pas des femmes oubliées? Parce qu'en fait, il y a justement des femmes qui, parfois, à l'occasion de cette journée, ne se sentent pas très concernées. Euh, Comprendre par là que c'est pas une journée uniquement dédiée aux femmes qui sont en activité, mais il y a d'autres femmes Tout à qui fait. sont dans d'autres activités, pas forcément intellectuelles, qui sont concernées par cette journée, mais qui ne se sentent pas peut-être imprégné. D'accord, je pense que c'est très important la question de l'inclusion. Donc ça doit être un processus très inclusif. Mais je pense que ça doit être des deux sens. La lutte pour les droits des femmes, moi je pense que elle est résolument très attachée au mouvement de femmes et aux dynamiques justement qui se créent dans le cadre de l'évolution de ces mouvements. Et je me dis, cette célébration, elle peut se faire dans les milieux plus formels, donc parmi des femmes qui ont un certain niveau d'instruction, mais en fait, ça n'a de sens que lorsque dans ce processus, elles tendent la main à d'autres femmes qui sont dans d'autres secteurs, donc dans le secteur informel ou bien qui sont peut-être dans des zones plus reculées. Et je pense, je disais qu'en fait c'est dans les deux sens. Je pense que c'est très important aussi, quelles que soient les situations que l'on vit, de pouvoir se mobiliser, de pouvoir faire mouvement, de pouvoir identifier les problématiques qui nous concernent et aller à la rencontre d'autres femmes pour pouvoir partager cela et produire de l'action. Évidemment, je pense que ça doit être aussi impulsé à plusieurs échelles par des acteurs au niveau gouvernemental, mais aussi dans le cadre de la société civile. D'accord. Donc là, c'était la forme de la célébration. Maintenant, entrons dans le fond de justement cette thématique, Ouais. la protection des droits des femmes. Aujourd'hui, si on parle du cadre juridique, où en est exactement le Sénégal dans la protection des droits des femmes? Alors, le premier message qui ressort, c'est que le Sénégal a ratifié tous les grands instruments qui concernent les droits des femmes. Le premier que je vais citer, c'est la CEDEF, c'est la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, donc qui a été ratifiée par le Sénégal. Si on regarde les instruments au niveau régional, il y a le protocole de Maputo, qui est le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme, et ce protocole, il est focus sur les femmes, et il consacre beaucoup de droits des femmes. Donc le Sénégal a ratifié cela. Et si on regarde aussi au niveau de nos instruments, au niveau national, d'abord notre constitution reconnaît l'égalité homme-femme, ce qui est un pas majeur. Et si on regarde tous les textes, aussi bien au niveau, par exemple, du droit pénal que du droit de la famille, etc., il y a quand même des avancées. Surtout, donc j'aime bien parler du droit pénal parce qu'en fait, je pense que nous sommes toutes fiers de cette loi de 1999 dont professeur Amsatou Sow Sidibé a parlé tout à l'heure. Cette loi, elle introduit beaucoup de choses. C'est la loi qui pénalise les mutilations génitales féminines. C'est la loi qui pénalise le harcèlement sexuel. Ce n'était pas le cas avant. C'est la loi qui donne une définition plus complète du viol, qui prend en compte la pédophilie. C'est la loi qui prend en compte la qualité de la victime. Est-ce qu'on s'est attaqué à une femme? Ça fait une peine plus lourde. Est-ce qu'on s'est attaqué à une personne âgée, à une personne handicapée, à une personne qui est en état de grossesse? C'est une loi vraiment qui apporte beaucoup de choses. Et je pense qu'en complément, on peut parler de cette loi de 2020 qui criminalise le viol. Donc ce sont des avancées assez importante. Et nous avons aussi cette loi sur la parité que nous avons eue en 2010 et vraiment qui a apporté beaucoup de choses. On se rend compte qu'au poste électif, les femmes, elles sont quand même pas mal représentées, même s'il reste encore des pas à faire. Et aussi, si on parle par exemple de l'administration territoriale, je disais tout à l'heure dans l'émission en Wolof que je suis très fière de ce qui se passe dans la région de Louga. Même si je ne suis pas de là-bas. Je suis très fière parce que je me rends compte que la plupart des hautes fonctions dans l'administration territoriale sont occupées par des femmes et je pense que c'est un grand modèle. Donc il y a toutes ces victoires.
que nous avons, mais il y a aussi peut-être quelques petites limites. Oui, Si on regarde notre loi de 2005 sur la santé de la reproduction, je crois que depuis, il y a une lutte des mouvements de femmes pour qu'on puisse permettre à des petites filles qui ont été victimes de viol ou d'inceste d'interrompre leur grossesse. Et ça, c'est pour des questions liées à leur propre santé, mais également à leur vie plus globalement. Et donc, en fait, ça, c'est encore un acquis que les femmes n'ont pas pu avoir, et la lutte est en train de se faire à ce niveau-là. Et l'autre point que je voulais soulever aussi pour finir... Sur ce point, vous pourrez poursuivre parce que c'est important. Oui. Vous venez de parler de l'interruption volontaire de la grossesse qui justement a été inscrite dans la Constitution française. Ça a été scellé d'ailleurs ce jour, qui est un sujet sensible quand même au Sénégal compte tenu de tout ce que ça englobe. Dans quel cadre vous envisagez la possibilité de permettre l'interruption volontaire de la grossesse? Alors, la revendication des mouvements de femmes au Sénégal, elle est focus sur une chose. Elle est focus sur les situations d'inceste et de viol. Et si on regarde la réalité concrète, ce sont des situations qui touchent des filles en très bas âge, peut-être moins de 10 ans, peut-être légèrement plus. Et en fait, c'est sur cela, pour prendre en compte la santé de ces filles et leurs droits et leur avenir, que les mouvements de femmes au Sénégal se mobilisent. Donc, pour vous dire, ce n'est pas dans cette articulation avec ce qui se passe en France actuellement. Le niveau auquel nous sommes, nous, mouvements de femmes au Sénégal, c'est le combat pour obtenir que les filles qui sont victimes d'inceste ou de viol puissent interrompre leur grossesse. Je comprends, mais peut-être aussi dans le cadre de la communication, peut-être réfléchir sur un autre concept. C'est vrai qu'on parle d'interruption volontaire, mais le mot volontaire pourrait gêner. Parce que par exemple, en France, eux, ils tiennent au respect de la personne, du droit de la personne de disposer de son corps. Alors que vous évoquez des raisons en fait, qui sont un peu liées à la santé de la personne. Donc peut-être que ça ne serait pas une interruption volontaire, mais une interruption nécessaire en fait. En tout cas, ce qu'il faut mettre en avant, c'est que la communication sur ces aspects, elle est très importante. Parce que je pense que souvent, tous les obstacles qui peuvent se poser sont liés justement à une incompréhension des phénomènes et en fait des agendas aussi. Et en fait, c'est très important de prendre en considération que le contexte importe aussi au mouvement de femmes. Et donc ça, c'est vraiment un message clé lorsqu'on parle de cette problématique. Vous voyez qu'il y a progressivement une communication par rapport à ça. Il faut comprendre que la lutte des mouvements de femmes, elle est focus sur les situations d'inceste et de viol. D'accord. Donc, vous permettre de revenir sur le dernier point, je n'avais pas oublié, qui devait finir la liste en fait des défaillances que vous citiez tout à l'heure. Voilà. En fait, je voulais parler de l'écart entre les textes et leur application concrète. Donc, en fait, je pense que ça pose beaucoup de problèmes. Si je reviens à la question des violences, la question de l'impunité. Et en fait, ça se fait de façon tellement subtile et c'est tellement systémique parce que il y a un constat qui est là, c'est que souvent, quand il y a des filles qui sont victimes de viol, on parle très peu finalement, en tout cas en comparaison avec les filles victimes de viol, des auteurs de ces viols, toutes les fois que c'est prouvé. Et ce qui se passe, on se met à dire, mais qu'est-ce qu'elle était allée faire vers là-bas? Qu'est-ce qu'elle avait porté? Qu'est-ce qu'elle a dit? Comment elle s'est comportée avec ce monsieur? Et donc, en fait, ça revient à une surculpabilisation très lourde aussi pour ces victimes ou survivantes qui ont besoin d'une prise en charge holistique pour s'en sortir et pouvoir faire plus tard quelque chose de leur vie après ces actes traumatisants. Et donc, en fait, ça crée des situations de flou qui, des fois, créent une impunité ou, en tout cas, des peines qui ne sont pas à la hauteur de ce qui devrait se faire. Et l'inquiétude, elle est d'autant plus grande qu'il y a cette loi dont nous sommes très fiers de 2020 qui criminalise les faits de viol. Mais jusqu'à quand, justement, ou en tout cas, cette loi, est-ce qu'elle sera réellement
appliquée et bien appliquée contre les bourreaux. Et je tenais à dire que, vous savez, dans le cadre des violences, la prise en charge, elle doit être holistique. Il ne s'agit pas juste du côté médical, clinique, de soigner les lésions de la personne. Il y a autre chose. Il y a le volet psychosocial, mais il y a aussi le fait d'avoir ce sentiment d'avoir eu justice, que la personne qui nous a fait mal puisse être punie pour ce qu'elle a fait. Et ça fait partie du processus de reconstruction. Et c'est quelque chose qui est dénié à des filles et à des femmes toutes les fois qu'il y a cet écart entre la loi et sa mise en œuvre concrète. Et aussi l'autre problème que je voulais soulever, donc mon professeur en a parlé tantôt. Justement, parce que tout à l'heure, vous parliez du code pénal, mais dans notre arsenal juridique aussi, on évoque souvent le code de la famille, dans lequel il y a une partie qui ne serait pas favorable à la femme. Vous alliez en venir. Le professeur Amsatou Sidibé en a parlé. L'autorité parentale aujourd'hui, elle n'est pas partagée à un certain moment, et ça peut constituer un handicap aussi bien pour la femme que pour l'enfant. Oui, tout à fait, parce qu'on parle de puissance paternelle et pas forcément d'autorité parentale, donc qui permettrait au papa et à la maman d'être au même niveau pour les intérêts supérieurs de l'enfant. Et en fait, par rapport à cela, je crois qu'il ne faut pas hésiter à le dire, c'est une très grande discrimination. Je pense que c'est important aussi de prendre en considération que les enfants sont portés 9 mois quand même par les femmes. Elles les portent 9 mois, elles en prennent soin, elles les amènent à l'école. Je dois dire, oui, c'est vraiment avec les papas. Mais je pense que ça suffit pour dire quand même que la maman et le papa doivent avoir le même niveau de décision. Et toutes les fois que ça concerne aussi l'intérêt supérieur de l'enfant. Et c'est cet intérêt supérieur de l'enfant qui fait en sorte qu'on donne la garde en cas de divorce de l'enfant à un des parents, que ce soit le papa, que ce soit la maman. Et lorsque c'est la maman, le problème ne devrait pas se poser. On ne devrait pas, au niveau de certaines administrations ou à l'aéroport, exiger à une maman qui a la garde de ses enfants d'avoir la signature du père. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a expliqué, que normalement, si la maman a la garde, l'autorité parentale repose sur elle. Donc, en principe, le problème ne devrait pas se poser. Justement, donc en fait, il y a cet écart justement qui revient entre la loi et son application concrète, parce que justement, elle a le droit de le faire, elle a le droit de voyager avec son enfant, mais on va toujours la ramener à cette situation. Et donc, en fait, c'est par rapport à ça, il faut que des mesures soient prises, une communication soit faite aussi pour faciliter cela. Et aussi, tout ce qui est important à ce stade, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, et aussi d'un autre côté, quand même, éviter qu'il y ait des discriminations dans le cadre des relations hommes-femmes. Il y a des actions d'ailleurs qui sont en train d'être menées dans ce sens. Il y a un collectif qui est né, Autorité parentale Suñu Yité. Vous en faites partie? Je ne fais pas encore partie de ce collectif, mais je vous avoue que je suis séduite par toute cette communication que je vois ces jours-ci. Je pense que c'est une communication fluide, très respectueuse, et en tout cas qui est très focus sur justement les droits des femmes et l'intérêt supérieur de l'enfant. Et en tout cas, j'adhère à cette initiative. D'accord. J'espère qu'elles vous entendront et que vous pourrez rejoindre le collectif, parce qu'elles auront certainement besoin de votre expertise. Certes, il y a déjà des personnes engagées, mais c'est toujours bien de mener un combat le plus largement possible afin d'atteindre les autorités. Toujours dans le cadre de cette journée, donc ce qu'on remarque, c'est que chaque année, il y a des revendications. Mais on a l'impression qu'il y a toujours les droits des femmes qui sont bafoués, il y a toujours des droits même qui n'existent tout simplement pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez être la meilleure méthode pour atteindre plus facilement les objectifs des femmes qui se battent justement pour le respect des droits de toutes les femmes? Je pense que c'est un exercice qui doit être transversal. Il ne doit pas y avoir de rupture dans la chaîne. Le travail des mouvements de femmes, il est essentiel. Mais c'est quelque chose aussi qui doit rentrer jusque dans la cellule familiale, qu'on ait une compréhension de cela, et que, par exemple, dans le cadre du processus de socialisation aussi, on puisse
faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inégalité qui se crée dès le berceau, dès l'enfance. Mais si on remonte plus loin, moi je pense qu'au niveau des politiques publiques, ce sont des choses qui doivent être prises en compte, et aussi il faut que l'on puisse mobiliser suffisamment de budget pour faire en sorte que les ministères sectoriels puissent se saisir de ces questions et mener des actions qui permettent d'avancer dans la cause. Et je pense aussi que c'est très essentiel dans cet appui-là de muscler les mouvements de femmes. Moi, personnellement, j'ai le ressenti qu'au niveau étatique, les mouvements de femmes ne sont pas suffisamment soutenus. Et la question des droits des femmes, à mon avis, même si depuis quelques années quand même, ce n'est plus uniquement le ministère de la Femme qui s'occupe de ces questions, c'est vraiment aussi au niveau des ministères sectoriels, au niveau des cellules genre. Je pense qu'on a besoin que, par exemple, ces cellules, elles aient plus de budget, qu'elles aient plus de staff, qu'elles puissent faire des actions qui vont aussi au-delà du niveau... au-delà des villes et aller en milieu rural. Je sais qu'il y a des choses qui sont entamées, mais il faut vraiment des moyens pour aller jusque-là. Et je pense aussi que dans le cadre de l'intégration transversale du genre, la question de la recherche, elle est très importante. On ne lui accorde pas suffisamment d'attention. Et je pense qu'il faut qu'on accorde du budget pour les espaces de savoir. Je parle des universités, je parle aussi d'autres initiatives de recherche qui peuvent se faire, notamment aussi à travers les mouvements de femmes, parce que nous avons besoin de données. Nous avons besoin de données quantitatives et de données qualitatives aussi. Et je pense qu'aussi, il y a un plaidoyer qui est mené par les mouvements de femmes et même aussi au niveau des services de l'État, au niveau de l'ANSD, pour que, en fait, les données soient de plus en plus genrées, qu'elles prennent de plus en plus compte le genre, et qu'au niveau quantitatif, au niveau qualitatif, on ait suffisamment d'informations pour justement informer les politiques publiques, pour informer aussi les stratégies qui se font dans le cadre des projets, parce que sinon on va un peu à l'aveugle, et je pense que c'est vraiment dommage. Donc c'est vraiment des choses qui me semblent essentielles pour avancer sur ces causes-là. Oui, et les mouvements de femmes aujourd'hui qui s'activent justement dans cette lutte, c'est vrai que c'est peut-être trop tard, peut-être qu'aussi ça a été fait, mais il serait plutôt intéressant aussi qu'elle s'intéresse un peu. Actuellement, c'est la campagne électorale, les candidats ont un programme, peut-être qu'ils auraient dû se rapprocher, peut-être que c'est fait aussi de ces mouvements-là pour intégrer justement ces questions dans leur programme, mais aussi si ce n'est pas fait, est-ce qu'il n'est pas aussi du rôle de ces mouvements de se rapprocher des différents candidats afin que beaucoup de ces questions puissent être déjà dans leur programme prises en compte? Alors, je ne serai pas en mesure de vous donner des exemples spécifiques, mais je sais, à travers les différentes élections qu'il y a eu, pas uniquement les élections présidentielles, rassurez-vous, ce rapprochement, il est fait. Les mouvements de femmes vont vers les candidates femmes, et aussi les candidates femmes travaillent avec les mouvements de femmes. Donc, et même les candidats hommes, je pense. C'est important, mais je pense qu'à ce stade, peut-être qu'il n'y a pas encore suffisamment de possibilités pour atteindre ce niveau. Je dois vous dire que je n'ai pas encore connaissance d'initiatives des mouvements de femmes, ou en tout cas venant des candidats, qui iraient dans le sens de déblayer, en tout cas mettre à plat ces questions et en parler. Et en fait, moi je pense que vous avez totalement raison. C'est très important que la réflexion des mouvements de femmes, elle puisse aussi profiter aussi bien aux candidats hommes qu'aux candidats femmes, et surtout dans ce contexte où je pense que la question de la paix et de la sécurité, elle est essentielle, et l'apport des mouvements de femmes, il est essentiel. Et j'aimerais insister sur le fait que ces mouvements de femmes, ils ont besoin d'être musclés, d'être soutenus, et qu'il puisse y avoir un maillage au niveau national qui transcende justement les profils respectifs, qu'on soit employée au niveau formel, qu'on soit indépendante, qu'on soit une femme rurale ou qui travaille dans le secteur informel dans les villes. C'est très important que nous fassions mouvement, nous fassions collectif pour pouvoir faire avancer la cause, informer aussi les stratégies avec des informations, avec des données qui soient pertinentes, et pouvoir trouver des stratégies, en tout cas pour aller dans le sens de la concorde et
d'élections calmes, apaisées. Et c'est vraiment le souhait que j'ai pour notre pays. D'accord. Au niveau international et par rapport justement à la thématique retenue, au thème retenu cette année, qui est donc les femmes, disons, investir en faveur des femmes, accélérer la cadence. C'est des thèmes qui sont sortis chaque année par les Nations Unies et il y a un gros travail qui est fait, justement, il y a un rapport à la fin. Au niveau national, comment on devrait procéder justement pour être en corrélation avec ce thème choisi cette année? Ok. Moi, je pense qu'il y a déjà des choses qui sont à l'œuvre. Parce que vous savez, si on se réfère à la conférence de Beijing en 1995, mais depuis, il y a des réunions d'étapes. En 2020, nous avons eu le forum Génération Égalité, où les États se sont engagés à travers des coalitions d'actions qui ont touché tous les domaines, la santé, la politique, l'éducation, etc. Et en fait, nos États sont engagés, donc nos acteurs gouvernementaux sont engagés dans ces processus-là et rapporte aussi ce qui se passe dans nos pays. Et la société civile, elle est aussi associée. Et en fait, au niveau des mouvements de femmes aussi, il y a toute une mobilisation, toute une réflexion pour pouvoir participer en 2025 aux 30 ans de la déclaration et de la plateforme de Beijing. Et ça, je pense que c'est un apport essentiel par rapport à l'agenda au niveau international. Et le mot d'ordre, c'est accélérer. Accélérer parce que en 2025, Beijing aura 30 ans. C'est important qu'on puisse quand même sortir de cette démarche qui consiste à dire oui, il reste encore des efforts à faire, on va faire des petits pas, il faut que nous accélérions. Et je pense que c'est ce mot très fort, le résume assez, investir pour mener au changement, accélérer un peu les choses. D'accord. Alors, il y a beaucoup de revendications. Pour être réaliste, tout ne peut pas être pris en compte en une année, mais pour être beaucoup plus pragmatique, si vous aviez une revendication à laquelle vous teniez et que vous souhaiteriez voir se réaliser d'ici 2025, donc, ce serait laquelle? Alors, c'est très difficile ce que vous me demandez, oui, mais je pense que cette question de l'autorité parentale... Donc pas une revendication qui vous tienne à cœur, mais une revendication au moins réalisable d'ici 2025. Voilà, si on prend en compte voilà, le temps, moi je pense que ce serait très bien qu'on puisse arriver à une situation où les femmes aussi ont l'autorité parentale, parce que je pense que c'est très important pour la concorde dans la famille, c'est très important pour l'intérêt supérieur de l'enfant également. Je trouve que c'est très important. Mais si vous me permettez, en fait, il y a deux éléments que je voulais souligner. Ce ne sont pas des... Je dirais pas que ce sont des revendications, mais je dirais que ce sont des souhaits. En fait, c'est un peu par rapport au climat actuel dans notre pays. Vous savez, il y a des positionnements, notamment politiques, qui créent beaucoup d'opposition. Et je pense que j'ai comme l'impression que dans ces tiraillements-là, le corps des femmes, il devient comme un substrat pour des violences verbales et physiques. C'est très important qu'on puisse aussi faire la part des choses et respecter le fait que les positionnements différents, ça peut exister. Mais en fait, c'est là que prend tout son sens, toute cette attention, en tout cas que dans les discours, on porte aux femmes en disant vous êtes nos mères, vous êtes nos épouses, vous êtes nos sœurs, vous êtes nos filles, vous êtes, d'accord, ce sont des mots très beaux, mais nous avons envie de constater cela à travers un certain respect de nos personnes et de notre corps. Et au-delà de ça aussi, toujours sur la question des positionnements, moi j'ai très mal quand je pense qu'il y a une fracture qui est en train de se créer des fois entre les femmes à cause de positionnements, notamment politiques. Et je pense que moi je rêve d'une situation où par exemple, dans une situation où il arrive un malheur à une femme ou à une personne de sa famille, que d'autres femmes puissent venir lui dire, qu'il soit d'autres positions, d'autres positionnements, puissent venir lui dire « Je compatis à ta douleur, je suis avec toi, c'est dur, je suis avec toi, mais je voudrais bien aussi qu'on puisse discuter sur les voies et moyens de revendiquer plus de droits, bien d'éviter des situations comme ça et qu'on puisse se tenir la main, qu'on soit du milieu citadin ou du milieu rural pour aller vraiment vers un changement positif
je pense que c'est très important qu'on puisse arriver à ça. Absolument, c'est Merci. un beau plaidoyer, mais je vous donne également le temps, en quelques mots, de souhaiter une bonne fête de la femme à toutes les femmes du Sénégal et du monde. Alors, à toutes mes sœurs du monde entier et du Sénégal, je souhaite une bonne fête internationale des droits des femmes et je souhaite que, à l'image du thème de cette année, elles puissent bénéficier d'actions et en tout cas être aussi à l'œuvre pour des actions qui vont mener à une vraie transformation pour une paix sociale, mais aussi pour le respect des droits de tous. Et quand je dis des droits de tous, c'est vraiment dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la politique, de la croissance économique. Je pense que c'est essentiel que sur tous ces domaines, toutes les femmes du monde puissent aussi se retrouver et voir leurs droits réalisés. Merci. Absolument. Merci, docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, Aurélien. Alors, nous arrivons au terme de cet entretien, mais avant de nous quitter cette information, un nouveau gouvernement a été formé, donc après la nomination de Maître Sidiki Kaba comme Premier ministre par le président Macky Sall. Un gouvernement a été formé, donc, comme je vous le disais. Et puis retenez pour le moment que M. Mohamedou Makhtar Cissé est le nouveau ministre de l'Intérieur. Il a été nommé donc ce vendredi 8 mars dans le gouvernement de Sidiki Kaba. Il aura donc la lourde tâche d'organiser l'élection présidentielle. D'autres nominations en attendant la liste exhaustive certainement dans nos prochaines éditions. Mankeur Ndiaye est de retour au ministère des Affaires étrangères. Mamba Ignan hérite du sport en remplacement à Lat Diop. Aminata Angélique Manga est également de retour dans le gouvernement comme ministre délégué chargé des Sénégalais de l'extérieur. Sambassi, secrétaire général du PIT, retenez qu'il a été limogé, donc il fait plus partie du gouvernement. Et Ismaël Major Fall, jusque-là ministre des Affaires étrangères, est nommé directeur de cabinet. Pour le moment, retenez ces nominations en attendant que l'on puisse revenir sur la liste exhaustive du nouveau gouvernement du président Macky Sall et de Maître Sidiki Kaba en tant que Premier ministre. Nous arrivons donc au terme de cette édition de ce 8 mars 2024. Nous n'allons pas clore l'édition sans pour autant souhaiter une excellente fête à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes. Nous espérons qu'il arrivera un jour que tous ces droits seront respectés au Sénégal et dans le monde. Merci, fidèles téléspectateurs de GT.